L'invité de la rédaction, c'est Laurent Ruben, que l'on retrouve avec plaisir, le fondateur de French Accelerator, qui est installé du côté de Los Angeles. Merci donc de passage à New York, merci d'être avec nous. Plaisir de te retrouver un an après donc le lancement. On t'avait reçu ici au Nasdaq pour le lancement officiel de ton incubateur de start-up française, donc ici aux États-Unis. Et un bilan là qui est très satisfaisant. Merci pour l'invitation d'abord. Un bilan très satisfaisant puisqu'on s'était mis comme mission d'accélérer 12 sociétés par an, que ça fait 15 mois qu'on l'a ouvert et donc aujourd'hui 15 sociétés, que l'année 2017 est déjà bien commencée. On a déjà 7 startups qui sont... Vous avez déjà 7 startups là depuis le début de l'année? Tout à fait. Parce qu'il y a plus de demandes ou parce que avec la qualité des dossiers ou beaucoup de demandes? C'est ça qui explique beaucoup de demandes. Depuis le début, on a pris le parti pris de ne prendre que des sociétés qui ont déjà un produit mature en France. Donc on s'attaque uniquement aux séries A pour les amener ici en série B. Et donc ça veut dire que vous évitez tout ce qui est seeds. Tout ce qui est seed, on va pas le prendre. Il n'y a pas assez de maturité parce que si on prend un produit, on l'amène aux États-Unis qui est beaucoup de produits à faire, malheureusement on peut pas se concentrer vraiment sur la partie que nous on sait bien faire, qui est la partie exécution marketing, positionner la marque aux États-Unis, mais aussi également la partie vente, puisqu'on va chercher les premiers clients de nous-mêmes pour le compte des marques avec qui on travaille. Donc cette société-là seulement depuis le début de l'année, mais déjà cette société, des sociétés avec un secteur bien particulier ou parce que on parle beaucoup de la thématique intelligence artificielle, réalité virtuelle. Qu'est-ce que vous avez regardé vous dans quel domaine? Aujourd'hui, on reçoit à peu près entre 20 et 30 dossiers par semaine. On entretient chacun des entrepreneurs. Aujourd'hui, maintenant, on essaye de se concentrer sur des secteurs qu'on peut accélérer le plus rapidement aux États-Unis et surtout avec des secteurs qui ont vraiment une valorisation bien plus importante aux États-Unis qu'en France. Je vais prendre un exemple, par exemple, l'AI, l'intelligence artificielle, c'est 82 fois les valorisations qu'en France. Si vous avez une société qui vaut 1 million en France, alors on vaut de 82 millions aux États-Unis. Vous voyez par exemple le secteur par exemple de AR/VR, réalité virtuelle et réalité augmentée, c'est x12. Donc aujourd'hui on a précisé 5 secteurs sur lesquels on travaille beaucoup. C'est la tech, tout ce qui est publicitaire, toutes les technologies publicitaires autour de la technologie. Tout ce qui est e-commerce, qui est extrêmement valorisé, notamment à Los Angeles. Toute la partie B2B SaaS, qui est toujours en folie. Et bien sûr, les deux autres secteurs qui sont AI, AR et VR. Donc là, cette société française qui viennent s'installer qui viennent s'installer à Los Angeles. Et à Los Angeles, oui, puisqu'on a aujourd'hui des startups comme Elipass, une plateforme comme Uber, qu'on appelle Ubercopter, qui va directement travailler avec tous les opérateurs d'hélicoptères, que ce soit à Hawaï, que ce soit dans le Nevada ou ici à New York, pour pouvoir opérer des tours et réserver d'un clic son tour. C'est génial ça. Vous avez cette société, qui est une société française? Société française qui est située à l'héliport de Orly, pas de Orly mais à Paris, à côté de la porte de Versailles, et avec qui on était à un show qui s'appelle Heli Expo la semaine dernière à Dallas, avec lesquels on a signé 3 contrats mirovolants, et donc ils sont très très contents. On a d'autres sociétés aussi, comme des gens comme Nonly qui sont passés, je crois, il y a quelques temps avec vous, et qui aujourd'hui sont en plein développement. Il y a déjà plusieurs clients qui ont déjà embarqué sur la plateforme. Parce que c'est ça aussi, et c'est bien de le souligner, ça marche. Il faut passer via French Accelerator parce que vous avez tout de suite là des résultats. C'est plus important. On ne voulait pas, dès le départ, un accélérateur qui soit ce qu'on appelle des mentors. Un accélérateur de plus. Un accélérateur de plus qui fait du mentoring, et on a décidé dès le départ d'être une direction opérationnelle externalisée. C'est-à-dire que pendant les 6 premiers mois, on demande surtout aux clients, aux startups, de ne pas recruter. Parce qu'on ne sait pas recruter quand on est français aux États-Unis. On n'a pas de réseau et on a besoin d'un certain temps d'adaptation avant de pouvoir faire ces recrutements et de ne pas les louper. Donc on a aujourd'hui une 30aine de personnes qui sont des professionnels, qui sont des experts américains, qui ont déjà du réseau dans telle ou telle verticale. Et justement, on les met à disposition de nos startups pour pouvoir gagner des clients rapidement. C'est intéressant ça, ouais. Donc, pas recruter, c'est votre premier conseil là quand ils arrivent ensuite. Voilà.
Dans la deuxième phase, au bout de 6 mois, quand on a gagné les premiers clients, on les aide par contre à recruter. Donc au bout d'un an, ils sont complètement autonomes. Le plus dur pour une société française qui arrive aux États-Unis, c'est la première année. Et souvent, tout ce qu'ils peuvent faire en 3 ans, nous on le fait en 1 an en fait. Et au moins au bout d'1 an, ils sont complètement autonomes. Ils gèrent une société ici aux États-Unis qui n'est pas un centre de perte, mais plutôt un centre de profit. Et donc là, cette société depuis le début de l'année, il reste quand même pas mal de temps d'ici la fin 2017. Est-ce que vous avez un quota ou alors vous dites là finalement on reste sur notre quota. Ouais. On reste sur notre quota de 12. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup de travail. Chaque start-up a ses particularités. Aujourd'hui, on n'est pas là pour bâtir un business de centaines de consultants. On est une trentaine de personnes. Je pense que d'ici la fin de l'année, on sera à peu près une cinquantaine. On en profite aujourd'hui d'être ici sur New York, parce qu'on ouvre aussi un bureau à New York. Oui, mettez-le en avant. Voilà. Vous ouvrez French Accelerator qui a démarré donc son aventure à Los Angeles, sous le soleil de Los Angeles. J'espère qu'il va falloir vous adapter, hein, sous la neige. Ouverture d'un bureau ici à New York. Pourquoi ? Pourquoi? Parce que l'an dernier, on a travaillé avec beaucoup de startups à discuter, à monter des projets, et certaines sociétés ont émis vraiment le souhait d'être basées à New York parce que c'était beaucoup plus proche de la France, même si les complications du marché de New York font que c'est une ville extrêmement chère. Certaines sociétés ont vu vraiment l'intérêt d'être à New York. Donc on a écouté aussi ce que nos clients nous ont dit. Mais du coup, c'était votre petite touche à vous, le soleil, Los Angeles. Là, vous venez, on a déjà quand même pas mal d'accélérateurs, mais c'est aussi votre réseau. Vous avez un partenariat avec Sparks là. Tout à fait, tout à fait. On a depuis le début de l'année, on a recruté déjà 2 personnes sur New York. On a notre directrice des opérations qui est basée ici maintenant à New York. On a aussi un directeur commercial qui est basé ici. Et on a décidé en fait de s'associer avec Spark Labs qui offre un écosystème assez intéressant sur New York avec beaucoup de startups. Ils ont un très très bel espace de coworking. Donc on a décidé de s'associer avec eux et de bénéficier justement de leur infrastructure sur New York. Donc du coup là, c'est quoi les projets, l'objectif, la suite? Est-ce que vous grossiez? C'est un petit peu trop tôt. Je pense que pour l'instant, pour nous, ce qui est important, c'est vraiment de bien faire notre travail. On veut rester sur la qualité. Aujourd'hui, les projets sont de pouvoir grossir notre équipe de consultants pour pouvoir avoir les meilleurs experts, avoir les meilleures réponses sur chaque verticale. Et ensuite, c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes, non seulement de Français, mais on a aussi beaucoup de demandes d'autres pays d'Europe de l'Ouest. Je pense à l'Italie, je pense à l'Espagne, à l'Angleterre, à l'Allemagne, à la Suisse et la Belgique. Et donc, on est en train de se structurer pour répondre à leurs demandes. Est-ce que vous avez vu peut-être un impact, alors là c'est on a beaucoup parlé de politique en tout début d'émission, mais de l'administration Trump, ce qui est politique, l'immigration, tout ça. Est-ce que vous avez senti un impact avec des entrepreneurs français, parce que pour le moment c'est essentiellement français, mais un petit peu réticents ou vous l'avez senti ou pas? Beaucoup de questions. Beaucoup de questions de nos compatriotes. Il est clair qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Maintenant, après, je le vois dans la réalité, on fait beaucoup de visas pour chacune de nos startups. Vous vous en occupez. On s'occupe des visas, on crée les sociétés. Ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. C'est vraiment un service intégré qu'on propose pour que justement ils arrivent, ils n'ont plus que les valises à poser. Et on va même jusqu'à réserver leur hôtel ou réserver leur maison qu'ils vont louer. On fait vraiment un vrai service complet. Mais pour revenir à Trump, je pense qu'il y a beaucoup de questions, mais dans les faits, je vois pas du tout de différence dans l'obtention des visas aujourd'hui, que ce soit des E2, que ce soit des B1. On voit pas du tout de différence. Je pense que l'économie américaine, même si on a tous beaucoup de questions à se poser, pour l'instant, on voit pas l'impact. Je pense que le mois dernier, il y a eu plus de 250 000 emplois créés aux États-Unis. Donc, je pense qu'on a vraiment une opportunité en tant que Français. D'abord, on n'est pas sur des listes de bannis, déjà, pas encore. Deuxièmement, je pense qu'on a tellement de compétences, on est tellement créatifs en France, et pour nous, c'est que de la joie de gérer des sociétés françaises aujourd'hui, parce qu'il y a une vraie créativité, il y a des entrepreneurs qui sont très compétents. Maintenant, il faut leur mettre les pieds à l'étrier pour marcher sur le marché américain. En effet, peut-être post-IPO de Snap, là, vous avez beaucoup plus de millionnaires
milliardaire Ça devient... du côté de Los Angeles, parce que rappelons que le headquarter de Snap, la maison mère de Snapchat, qui a fait son intro en début de mois de mars, ça s'est plutôt bien passé au début. Alors là, ça s'est un peu calmé depuis, mais est-ce que vous voyez un peu de changement Le seul changement, du moins le changement le plus évident, c'est que ça devient de plus en plus difficile d'acheter à Venice, à Venice Beach. Les prix sont en train de flamber. Quand on voit par rapport au nombre d'employés, la valorisation de Snapchat, c'est 77 millions de dollars par employé. À l'IPO de Snapchat, c'est en moyenne 10 millions de dollars qui a été pris par employé à l'IPO. Donc aujourd'hui, on voit massivement Venice Beach, Santa Monica, Marina del Rey, tous les promoteurs immobiliers qui arrivent avec justement des offres très alléchantes pour nos Snapchatiens. Ah Laurent, vous vous faites rêver là avec tous ces noms. Merci beaucoup. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous recevoir ici dans le Grand Journal de New York. Vous nous tenez au courant et on vous retrouve très bientôt, j'espère. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants. On va parler objets connectés avec Ilan Abeassera. Reste avec nous.